Bon, comme je sens que vous avez passé la Decentralized Finance, là vous êtes un petit peu reposé avec les notions d'airdrop et les notions de stacking. Ouais, je ne sais plus si je l'ai utilisé le mot, mais ça s'appelle du stacking, hein, le fait de bloquer les tokens pendant un petit moment. On va attaquer un truc qui est un petit peu plus difficile, mais on arrive vers la fin, donc vous pouvez tenir bon. C'est les Layer 1, les Layer 2 et les DAO. Alors, les Layer 1 et les Layer 2, en fait, on en a déjà parlé. Donc, ce n'est pas des notions qui vont finalement être si compliquées que ça. Si on prend Ethereum, Ethereum, c'est un Layer 1. C'est-à-dire que c'est une blockchain qui est capable de faire tourner des smart contracts. Et grosso modo, en fait, c'est une blockchain qui est capable de faire tourner des blockchains. Donc, sur Ethereum, on a en fait d'autres blockchains qui vont fonctionner. Donc ça, la blockchain qui est au-dessus, ça s'appelle un Layer 2. Là où ça commence à être un peu rigolo, c'est qu'en fait, ces Layer 2 eux-mêmes font tourner des blockchains. C'est pour ça qu'on appelle ça des Layer 2. Et en fait, ils servent à corriger des problèmes qu'on va trouver dans le niveau d'en dessous. En fait, si vous voulez, prenons Ethereum. Ethereum, c'est une blockchain, c'est finalement la deuxième blockchain qui a été créée et celle qui était différente de Bitcoin puisqu'elle permettait de faire fonctionner d'autres blockchains. Mais le problème d'Ethereum, c'est qu'en fait, comme elle est excessivement sollicitée, c'est pas une blockchain qui est très rapide, mais c'est une blockchain qui fait tourner plein de choses parce qu'elle fait tourner plein d'autres blockchains. Donc c'est un peu comme un super ordinateur, Ethereum, mais qui ferait tourner à la fin des dizaines de millions de programmes. Et donc vous imaginez, si votre ordinateur, vous lui faites tourner des milliers de programmes en même temps, il va se mettre à être vraiment très lent. Alors, pour éviter sur Ethereum qu'on arrive à un système qui est trop lent, ben, grosso modo, Ethereum va dire que quand on veut faire tourner un programme sur lui, il faut qu'on paye. Donc c'est un peu comme quand on fait tourner quelque chose chez Azure ou chez AWS, enfin chez un cloud provider. En fait, pour faire tourner un programme, vous allez payer du temps CPU. Donc quand on fait tourner quelque chose sur Ethereum, on va payer quelque chose qu'on appelle du gaz. Voilà, donc en gros, de l'essence, quoi, grosso modo. Donc on fait tourner sur Ethereum un programme et pour ça, on va payer du gaz. Et en fait, pour avoir du gaz, eh bien, il faut utiliser de l'Ether. Vous voyez mon histoire d'offre et la demande. C'est mon système Ethereum, quand il tourne, génère des Ethers. Mais quand je fais tourner un programme sur Ethereum, pour le faire tourner, j'ai besoin de gaz. Et pour avoir du gaz, il me faut des Ethers. Donc en gros, je vais offrir des Ethers en faisant fonctionner quelque chose, mais je vais aussi créer une demande à chaque fois que je fais tourner de consommation de ces Ethers pour arriver à avoir du gaz qui fait tourner mon programme. Donc offre et demande, équilibre, grosso modo, qui permet de donner de la valeur à mon token. Donc plus j'ai de programmes qui vont tourner, et à un moment, j'ai une capacité, sur mon ordinateur, je ne peux pas faire tourner 1 million de programmes en même temps. Donc, plus je vais avoir du monde qui va tourner sur le système, et plus je vais dire, OK, je veux bien en prendre un peu plus, mais c'est plus cher. Et donc, en fait, plus il y a de transactions à exécuter, et plus le prix du gaz est cher, plus il faut de gaz, en fait, pour arriver à faire tourner les programmes. Donc, à la fin, faire tourner une blockchain sur Ethereum, ça coûte trop cher, et c'est trop lent. Donc, l'idée, ça a été de dire, sur cette blockchain Ethereum, Layer 1, on va créer un autre moteur de blockchain qui, lui, va réaliser des transactions sur Ether, mais qui va en faire moins souvent et qui va les regrouper. Donc, quand j'ai 10 transactions à faire sur mon Layer 2, en fait, peut-être que je ferai qu'une seule transaction sur Ethereum qui regroupera tout ça. Et donc, de cette façon-là, je vais pouvoir créer un Layer 2 qui va globalement permettre de faire tourner des blockchains avec un coût qui est bien moindre, mais tout autant en reposant sur Ethereum, qui est une blockchain de confiance. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a des Layer 1 et des Layer 2 qui se sont créés. Donc Solana est un environnement qui est un Layer 1 aussi, sur lequel ensuite on va pouvoir faire tourner d'autres blockchains qui vont être des Layer 2. Voilà. Donc mon Layer 2, ça peut être soit un autre système qui fait tourner des smart contracts, soit éventuellement une blockchain autre, indépendante, classique, qui vit sa vie. Voilà. Donc ça, c'est nos Layer 1, nos Layer 2. Un autre élément qu'on va trouver autour de ça, c'est ce qu'on appelle les DAO, c'est les organisations décentralisées. Donc une DAO, c'est un ensemble qui va tourner donc, sur un Layer 1. Une DAO, en général, alors c'est un Layer 1, mais qui peut, ceci dit, tourner en Layer 2.
Je vais prendre un exemple de DAO que je connais bien, c'est Helium. Helium, c'est une DAO qui globalement organise un système dans le monde des télécoms. Ce système-là fonctionne sur Solana, donc il fonctionne sur un layer 1, donc layer 1 Solana, layer 2 Helium, mais comme Helium est un système qui fonctionne dans les réseaux, lui-même en fait fait fonctionner des systèmes pour des réseaux d'objets connectés, pour de la 5G, pour du Wi-Fi, pour un certain nombre de choses. Et donc vous avez comme ça 3 niveaux qui s'enchaînent les uns sur les autres. Alors le principe d'une DAO, c'est, et je vais le définir puisqu'on est dans le monde des télécoms de façon assez simple finalement, c'est de dire en fait c'est le principe d'un Orange par exemple. Donc Orange, son but c'est d'offrir du télécom et donc Orange a une entité qui gère les lignes fixes, une entité qui gère la DSL, une entité qui gère DSL et fibres par exemple, une entité qui gère la 4G, 5G et compagnie, puis une entité qui gère les LoRaWAN dans le monde des réseaux d'objets connectés. Voilà. Donc c'est des services à l'intérieur de l'entité. Chaque service a ses modes de fonctionnement qui lui sont un peu propres, peut faire ses offres commerciales comme il le veut et ainsi de suite. Mais globalement, ils appartiennent tous à la même entreprise. Et donc, globalement, ils ont des règles de fonctionnement qui sont communes. Par exemple, le reporting financier, c'est le même pour tout le monde parce qu'à la fin, les comptes, c'est bien les mêmes de la même entreprise. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont communes. Donc c'est ça le principe d'une DAO. C'est une organisation décentralisée dans laquelle on va pouvoir avoir des parties qui sont un peu plus autonomes, mais l'ensemble répond à des règles qui sont communes. Et donc, par exemple, en termes de gouvernance, on va avoir un token qui est associé à l'ensemble des entités, qui va être le token qui fait référence. On va avoir des tokens qui sont spécifiques à chacune des lignes produits ou des directions produits d'une certaine façon qui elles-mêmes sont un peu autonomes, et on va avoir des règles de conversion de l'une et l'autre qui vont faire qu'on garantit la convertibilité des tokens qui sont dans les directions vers le token principal. Ces tokens-là sont associés à des pouvoirs, et donc par conséquent, si on veut avoir des pouvoirs sur les règles qui sont communes, eh bien on possédera des tokens commun. Et si on veut avoir des droits sur les directions, eh bien on va posséder des tokens qui sont spécifiques à ces directions. Et à partir de ce moment-là, on va obtenir des droits de vote en allant loquer ce genre de token. Donc ça, c'est une DAO, globalement. Et cette DAO, ce qui la caractérise par rapport à un layer 1 ou un layer 2 classique, c'est qu'elle a un objectif particulier. Donc on parlait d'Helium par exemple, vous pourrez trouver pas mal de vidéos sur ma chaîne sur cette DAO-là. La DAO Helium, avant tout son objectif, c'est de travailler dans le monde des télécoms. Alors pas uniquement parce qu'aujourd'hui il y a aussi des choses qui arrivent dans le monde de l'énergie, mais globalement en fait c'est de se fixer des marchés particuliers et de s'intéresser à ces marchés-là. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence en fait entre les différentes directions métiers. De la même façon que si on prend Bouygues, pour prendre un autre opérateur télécom, Bouygues fait globalement du télécom et on retrouve les directions les mêmes que celles dont j'ai parlé chez Orange précédemment, mais en plus Bouygues fait de l'immobilier. Voilà. Mais globalement, Bouygues ne fait pas, à ma connaissance aujourd'hui, d'avions par exemple, ou de fruits et légumes. Voilà. Il y a un certain nombre de domaines d'activité dans lesquels ils sont et un certain nombre de domaines d'activité dans lesquels ils ne sont pas. Voilà. Donc c'est ça le principe d'une DAO, c'est comme un groupe industriel, d'avoir une certaine direction et d'organiser ceci.